Bonjour, mon nom est Mathias Douat-Tripon et je veux vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les vaccins anti-Covid. Il est organisé par notre institut I3H, Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare, centre multifacultaire de l'Université libre de Bruxelles. Et ce webinaire est organisé avec le soutien du Collège Belgique et du Collège de France, que nous remercions chaleureusement. Le titre est « Regard croisé sur le développement des vaccins anti-Covid-19 ». Je crois qu'il n'a pas besoin d'être justifié, puisque l'essentiel des gens voient dans le vaccin la clé pour sortir d'une pandémie avec un effet sanitaire, économique et sociétal dévastateur pour le monde entier. Et l'objectif ici, en 1 heure, est de tirer une série de leçons du développement spectaculaire des vaccins anti-Covid qui s'est opéré dans un timing assez remarquable. Donc la question, c'est quelles leçons en tirer du point de vue tant des relations transatlantiques que du point de vue des relations entre secteur public et secteur privé, et enfin, du point de vue sociétal. Le tout avec 3 intervenants de haut niveau, remarquablement qualifiés pour nous entretenir de ce sujet, et qui seront présentés au fur et à mesure par Michel et moi, qui nous occuperons de poser les questions, y compris certaines des vôtres que vous aurez posées via le chat. Et surtout, de veiller à respecter le timing serré de cette heure de débat, parce que nous devons terminer à 15 heures précises. Je passe donc immédiatement la parole à Michel. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur, un privilège, un plaisir de présenter Moncef Slaoui, que tout le monde connaît. Et lorsqu'on fera l'histoire de la pandémie de Covid-19, on réalisera le rôle déterminant qu'il a joué dans la lutte contre ce fléau. En fait, seul un grand scientifique avec une expérience industrielle au plus haut niveau pourrait réussir l'exploit de faire approuver en moins d'1 an 2 vaccins. En fait, j'ai le privilège de connaître Moncef grâce à Muriel Moser et Aubert Danlio depuis très longtemps, depuis sa carrière de chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, je le connais avant tout, au départ, comme un immunologiste de premier plan, mais qui s'est très vite orienté vers la vaccinologie, ce qui l'a mené naturellement à rejoindre GSK Biologicals, leader mondial des vaccins. Il a mené là une carrière fulgurante durant l'ère de Jean Stéphane, assurant la mise sur le marché de plusieurs vaccins. En 2006, il quitte la Belgique pour les États-Unis, où il devient directeur général de la recherche et du développement pour toute l'entreprise GSK, poste qu'il occupe jusqu'en 2017. Il restera alors actif au sein de plusieurs entreprises biotechnologiques, dont Moderna, dont nous reparlerons certainement. La suite, tout le monde la connaît, avec la désignation de Moncef Slaoui à la tête de l'Operation Warp Speed. Moncef, d'abord un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation. Notre première question vise à comprendre les clés du succès de l'Operation Warp Speed. Comment la course de longue haleine parsemée d'obstacles que représente le développement habituel d'un vaccin a pu-elle être transformée en un sprint victorieux, et plus spécifiquement, quels ont été les rôles respectifs des agences gouvernementales américaines, et je pense notamment à BARDA, à la FDA et bien sûr au NIH. Merci Michel. Bonjour à tous et à toutes. Grand plaisir que je vous rejoigne. J'espère qu'on aura une très bonne discussion. Première question évidemment très importante. Il y a plusieurs raisons pour le progrès et les succès qui ont eu lieu. Je vais les classifier, disons, en 3 grands groupes. Des raisons techniques, des raisons structurelles et organisationnelles et des raisons scientifiques. Pour les raisons techniques, pour commencer, il se fait qu'il y a maintenant des plateformes technologiques pour le développement des vaccins qui ont intrinsèquement la capacité d'être ultra rapides, en particulier le RNA messager et les vecteurs vivants non réplicatifs, qui sont les technologies utilisées par Pfizer et BioNTech et Moderna d'une part, et par Oxford University, AstraZeneca et J&J d'autre part. Ces plateformes technologiques ont été développées pendant des années et des années avec d'autres vaccins, et donc je reviendrai un petit peu comment ça se fait que ça a été très vite. Mais si on n'avait pas ces plateformes, on aurait été un peu moins vite. Par exemple, on remarque que les approches
utilisant les plateformes technologiques un peu plus traditionnelles comme les protéines recombinantes adjuvantées sont un peu plus tardives. Je parle ici de peut-être 3 ou 4 mois plus tard. Donc, ça reste ultra rapide. Une deuxième raison pour laquelle ça a été très vite, raison technique, c'est en fait malheureusement le taux de transmission du virus. La pandémie s'est accélérée en fait pendant le déroulement de nos études de phase 3 et elle continue à s'accélérer maintenant. Et ce qui fait que le nombre de cas dans les études de phase 3 en fait s'est accumulé plus vite que ce que nous avions prédit. Et en fin de parcours, donc on a pu voir les résultats en déant 3 mois et demi après le début des études cliniques. On a commencé les études cliniques des 2 vaccins qui ont été approuvés le 27 janvier et le premier vaccin a été approuvé le 15 décembre. Donc c'est ultra rapide et les résultats sont apparus tout début du mois de novembre. Donc ça, je dirais, ce sont des raisons techniques et c'est très important de revenir sur les raisons techniques parce qu'en fait, ce sont des raisons organisationnelles et structurelles donc le deuxième paquet de raisons qui ont permis à ces technologies d'être développées et d'avoir un niveau de validation qui a permis de les sélectionner. Alors, au niveau des raisons structurelles et organisationnelles, je dirais premièrement la notion de partenariat entre le domaine public et le domaine privé aux États-Unis, en fait, a été bien établie dans ce domaine grâce à BARDA, l'organisation donc de développement d'approches technologiques pour combattre, par exemple, les pandémies, et de DARPA, qui est l'équivalent de BARDA plus ou moins au sein du département de la Défense, donc de l'armée, qui ont créé une culture, ont établi une culture de partenariat entre le domaine public et le domaine privé, qui a fait que, par exemple, le framework, le contexte contractuel par lequel des entreprises peuvent rentrer dans des accords avec le gouvernement américain existait. Et en fait, moi, je ne me rendais absolument pas compte de toute la complexité et la bureaucratie qui existe. Mais s'il n'y a pas de format de contrat, ils mettent des mois à créer le contrat. Alors que si le format existait, on a pu négocier ces contrats en un mois. Mais ce qui était critiquement important, c'est que les entreprises et le gouvernement ont commencé à collaborer au jour 1. On n'a pas attendu que les contrats soient signés. Tout le monde a fait confiance à tout le monde et on a foncé à fond à partir du premier jour. La deuxième chose qui est très importante dans les raisons structurelles et organisationnelles, c'est le fait d'avoir fait appel à l'armée et le fait d'avoir nommé un général 4 étoiles qui était le leader de toute la logistique de l'armée américaine, qui gérait un budget d'à peu près 550 milliards de dollars par an et qui était responsable de tout ce qui bouge dans l'armée, d'être le co-leader de l'opération Warp Speed avec moi. Et ce qui nous a permis en fait d'utiliser les capacités opérationnelles extraordinaires de l'armée au niveau, je dirais, physique, de transporter, de bouger des choses, mais aussi au niveau project management et planning, qui fait que franchement, les activités étaient gérées à la minute pendant tous les mois, ce qui a fait qu'on a pu couper énormément de temps mort. Un deuxième paquet de raisons organisationnelles et structurelles, ça a été la création de BARDA et d'ARPA depuis le milieu des années 2000, qui ont investi dans plein de technologies qui se sont avérées être les technologies qu'on a utilisées. En fait, BARDA a été une des premières entités à investir dans l'approche de RNA messager et son utilisation pour les vaccins. DARPA a aussi investi dans le messenger RNA, ils ont investi dans les vecteurs vivants. Et ce qui était vraiment important, c'est qu'ils ont investi dans un réseau
d'usines pour la manufacture potentielle de vaccins. Je crois qu'on reviendra sur ce point un peu plus tard, mais un des gros problèmes en cas de pandémie, c'est qu'il n'y a pas d'usine capable de fabriquer des vaccins qui est là en train d'attendre qu'il y ait une pandémie. Ça ne fait pas de sens pour n'importe quel investisseur. Et en fait, même si une usine était là, elle ne serait pas fonctionnelle, elle ne serait pas approuvée par les autorités régulatoires, etc. Dans le cas de BARDA et de DARPA, il y avait en fait un network de 3 usines qui font la fabrication du vaccin en vrac et une dizaine d'usines qui font le remplissage stérile, qui ont permis en tout cas d'être un point de départ pour la manufacture. Je reviendrai un peu si on a des questions là-dessus. Ça a été en fait un des éléments les plus durs et les plus difficiles et les plus chers pour adapter ces usines très rapidement aux technologies qui fonctionnent. La troisième chose qui était très importante aussi dans ce même paquet, c'est la collaboration entre le NIH, et en particulier le NIAID, donc la partie maladie infectieuse, sous l'autorité de Tony Fauci, avec la majorité des entreprises, en particulier par exemple avec Moderna et avec J&J. Dans NIAID, il y a une entité qui s'appelle le Vaccine Research Center, qui joue vraiment un rôle très important dans la découverte de plusieurs vaccins au niveau de la recherche préclinique, toutes les expériences dans les petits animaux, dans les primates, au niveau des recherches structurelles pour les structures de la protéine ou par exemple la séquence du RNA messager qui a permis d'aller très vite. Et aussi, de manière très importante, ils ont construit au travers du travail qui a été fait durant presque les derniers 35 ans, un network de sites d'études cliniques qui a été instantanément transformé d'un network d'études cliniques pour des vaccins ou des thérapeutiques HIV en un network d'études cliniques pour les vaccins contre Covid-19. Finalement, encore dans les raisons organisationnelles et structurelles, une fois qu'on a discuté de l'opération, on a mis des conditions, le général Perna et moi-même, pour qu'on prenne le leadership de cette opération. Les conditions, c'était premièrement un focus absolu. Aucune distraction, aucune interférence pour qu'on puisse aller très vite. Deuxièmement, un empowerment, donc je ne sais pas comment on dit exactement en français, mais empower, donc on peut prendre des décisions, il n'y a pas de bureaucratie au-dessus qui questionne les décisions, y compris au niveau des budgets, il y avait un budget illimité. Et la troisième raison principale au niveau, disons, de la culture qui a permis d'aller très vite, c'est d'être guidé par la science et uniquement par la science et rien d'autre. Malgré tout ce qui se passait au-dessus et dans les médias et à travers le monde, nous n'avons eu aucune interférence, on a ignoré tout ça. Et je pense que ce genre de choses-là sont très importantes parce que je remarque maintenant, avec la transition et un changement de l'environnement et du contexte dans lequel le travail se passe, il y a plus de distractions qui arrivent et je pense que ça aurait énormément retardé le travail. Finalement, le troisième paquet de raisons était des raisons financières. Donc, le fait de donner carte blanche, de faire confiance, mais aussi de dire on va prendre des risques. Les risques financiers ne devraient jamais retarder le développement des vaccins. Et les plus grands risques ont été, par exemple, de toujours planifier et préparer toutes les étapes avant qu'on sache si on va passer par les étapes. Par exemple, on a préparé tous les sites pour les études de phase 3. 120 sites, par exemple, pour l'étude de Moderna. Chaque site, vous pouvez imaginer, pour tous ceux qui ont une expérience de faire des études cliniques, doit être entraîné, équipé, etc., alors qu'on n'avait même pas encore commencé l'étude de phase 1. Et ça a été fait, là, par exemple, le partenariat avec l'armée a joué un rôle extraordinaire de pouvoir opérationnellement équiper ces centres très, très vite avec tous les systèmes informatiques, avec tous les équipements pour la protection contre le Covid, entraîner tous ces centres pour pouvoir conduire l'étude de manière appropriée et les équiper aussi en équipement qu'il fallait, en 80, tout ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'une fois que les études cliniques de phase 1 ont complété,
et que la FDA, et nous avons regardé les résultats en 24 heures que c'était bon, le lendemain, on commençait l'étude de phase 3 et on était capable de recruter en moyenne 1000 sujets volontaires par jour pour arriver à recruter 30 000 personnes en 30 jours ouvrables, ce qui a participé à la vitesse. L'autre raison où le risque financier a joué un rôle important, c'était effectivement d'équiper de manière d'infrastructure, équipement lourd, talent, recrutement de talent et training du talent dans les usines, dans le réseau d'usines dont j'ai parlé plus tôt, bien avant qu'on sache si les vaccins allaient marcher ou pas, et de commencer le scaling up, donc l'augmentation de la taille de la manufacture des vaccins depuis les tubes, où ça se passait au départ, jusqu'à des fermenteurs de 2000 litres. Dans le cas des vaccins par messenger RNA, Pfizer, bien sûr, a fait son travail avec BioNTech de manière indépendante. Pour Moderna, on a aidé Moderna à amplifier ses équipements, mais ça s'est passé dans les usines de Moderna elles-mêmes. Et l'autre aspect où le risque financier a joué un rôle, c'est qu'on a garanti un marché. On a garanti le marché, on a donc effectivement acheté les doses de vaccins avant qu'elles existent. Dans 5 cas sur 6, dans le cas de Moderna, de AstraZeneca, J&J, Novavax et Sanofi GSK, la manière d'acheter les vaccins était en fait de payer toute la recherche et le développement et toute la manufacture, à peu près 2 milliards de dollars pour chacun, plus ou moins, en échange des premiers 100 millions de doses qui seront produites. Et dans le cas de Pfizer, d'assurer l'achat des 100 millions de doses dès qu'elles seront, si le vaccin était approuvé. Donc, je dirais ça, c'était les grandes raisons. Longue réponse à la question, mais je crois que j'ai essayé de couvrir un peu toutes les facettes qui ont fait que ça a été très vite. Non, je pense que c'était excessivement important, surtout à l'heure où, comme tu sais, l'Europe réfléchit à créer une nouvelle agence qui va s'appeler ERA, qui s'inspire des principes de Barda. Donc, je crois que c'était important que tu les rappelles. Il y a juste un point, tu as parlé de l'autonomie dont tu as bénéficié avec ton collègue dans la gestion des projets, mais quid de la sélection des projets? Alors, la sélection de projets, franchement, ça a été totalement, de nouveau, autonomie totale, mais ici basée sur la science. Et en fait, ce qu'on a discuté, c'est qu'au départ aussi, c'était de dire, ça va être basé sur la science, on ne va pas passer des jours et des jours à discutailler avec 100 000 entités différentes, pourquoi on a pris tel vaccin ou pourquoi on n'a pas pris tel vaccin. Il y aura toujours des raisons d'avoir fait différemment, mais pendant qu'on discute, on n'opérationnalise pas et donc on va perdre du temps. Alors, le 15 mai, franchement, il y avait une liste de 94 projets différents à considérer. Et ce qu'on a très rapidement conclu, c'est qu'on ne va pas opérer en regardant les projets un par un. Sinon, on va passer 10 jours à faire ça. On a renversé la logique et on a dit, OK, en fait, on va fonctionner en disant qu'on va créer un portefeuille de produits pour gérer le risque, pour augmenter les quantités de vaccins si plus qu'un de ces vaccins sélectionnés réussit, et pour avoir un menu ou une diversité de performances de vaccins, parce qu'on était à l'époque incapable de prédire est-ce que le même vaccin va être effectif chez les personnes très âgées qui ont un système immunitaire en sénescence et des personnes en bonne santé, ce genre de choses-là. Et donc, l'index thérapeutique des vaccins pourrait être différent en fonction des âges. Donc, on se remet à l'époque de ce moment-là. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que, OK, est-ce qu'il y a des plateformes technologiques qui peuvent maximaliser la probabilité de succès qu'on ait un vaccin, maximaliser la vitesse avec laquelle on aura ces résultats et maximaliser la probabilité qu'on peut scale up, augmenter la manufacture, la taille de la manufacture de manière rapide dans les capacités infrastructurelles qu'on a. Parce que s'il fallait construire une nouvelle usine à partir de zéro, ça prend des années. Merci beaucoup. Je donne la parole à Mathias.
Pardon? Merci beaucoup. Je pense que Mathias va prendre le relais. Tu es sur mute, Mathias. Voilà. Oui, un tout grand merci. C'était des réflexions tout à fait passionnantes. Je vais maintenant me tourner vers Philippe pour qu'il réagisse. Donc, en 2 mots, Philippe est titulaire de la chaire d'économie des institutions, de l'innovation et de la croissance au prestigieux Collège de France, qu'il occupe depuis qu'il est revenu à l'Université d'Harvard. Philippe est le père, avec Peter Howitt, de la théorie moderne de la croissance schumpeterienne et donc de la destruction créatrice, qui lui a valu d'innombrables publications, citations et honneurs académiques. Et je crois que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, outre le côté vraiment novateur du modèle qu'ils ont proposé, il y a cette volonté remarquable aussi d'utiliser cette théorie pour comprendre un éventail très important de phénomènes clés de l'évolution du capitalisme, de la politique macroéconomique à la transition climatique ou la mobilité sociale. Et également une évaluation très exhaustive, je dirais, de l'éventail des politiques publiques pour arriver à ces grands objectifs. Enfin, un sens pédagogique très développé, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui son dernier livre, Le pouvoir de la destruction créatrice, est un grand succès de librairie. Donc Philippe, merci d'être parmi nous, et ce que j'aimerais poser comme question, c'est que t'inspirent ces réflexions de Moncef Slaoui concernant tant les conditions systémiques du succès de cette opération, par rapport aux caractéristiques des économies avancées d'innovation, que du management des projets individuels d'innovation, puisque tes travaux concernent tant les aspects plus agrégés, macroéconomiques, que disons, les conditions microéconomiques de ce genre de projet. Donc, la parole est à toi. Ouais, merci, c'est très intime. Merci beaucoup d'abord, Mathias. Je suis doublement intimidé parce que d'abord, tu me présentes de manière extrêmement généreuse. Donc, you raise expectations. Donc, je ne peux que décevoir. Et puis, c'est très intimidant également d'intervenir après la passionnante intervention et description de Moncef, qui vraiment est. J'ai pris plein de notes parce que ça va prendre. Voilà, j'avais des idées comme ça un peu globales, mais là, j'apprends plein de choses sur ce qui est, le détail organisationnel qui fait que ça a si bien marché et qu'on a pu développer à grande échelle ces vaccins aussi rapidement. Donc, c'est un petit peu moi un peu le sentiment, c'est que si tu veux, il y a différents modes de capitalisme un petit peu. Tu as le capitalisme européen, mais c'est un peu schématique parce que d'un pays à l'autre en Europe, ça varie. Mais disons que par rapport aux États-Unis, eh bien, on est, disons qu'en moyenne, disons, nos pays à nous sont plus protecteurs que les États-Unis. C'est-à-dire que quand il y a un gros choc comme le Covid, on est meilleur à protéger notamment les plus fragiles contre les conséquences sociales d'un tel choc. Je ne sais pas si je peux mettre des transparents ou pas, ou je réponds comme ça verbalement, mais on voit je ne sais pas si, par exemple, vous voyez, si là, par exemple, je voulais juste montrer Oui. quelques jeux de transparents, mais très rapidement, qui vont nous donner un sens à tout ça. Voilà, donc je fais juste slideshow et je montre juste pour vous montrer. Si on regarde, par exemple, on regarde ici, c'est un travail que j'ai fait avec André Sapir et Hélène Maguin, et on a comparé notamment l'Allemagne et les États-Unis en termes de conséquences sociales du Covid. Et on regarde les conséquences sur le chômage et sur les pertes d'assurance maladie. Et on voit que, si tu veux, la proportion de gens qui n'ont pas l'assurance maladie est toujours à 0 en Allemagne, alors qu'elle augmente beaucoup ceux qui n'ont plus de couverture maladie aux États-Unis. Et pareil, on voit que la pandémie a augmenté également la fraction des gens aux États-Unis qui sont tombés en dessous, qui sont en risque de pauvreté, alors que le Covid n'a eu pratiquement pas d'effet sur la pauvreté en Allemagne. Donc, sur le plan d'assurance sociale et d'assurance santé, le modèle, disons, rhénan, scandinave, continental européen, a l'air de faire mieux que le modèle américain. Mais là où les Américains nous battent à plat de couture,
et ça c'est le travail que nous avons fait avec Sonia et Sophia et Michel et Mathias, c'est de dire, voilà, mais sur le plan de l'innovation, évidemment, eh bien, les États-Unis font beaucoup mieux. Et là, on veut juste quelques chiffres. Ça, c'est biotech. Le nombre total de brevets biotech aux États-Unis, c'est au-dessus de l'Europe 27, c'est au-dessus de la Chine. Mais si on regarde même le nombre de brevets biotech par million d'habitants, on voit, si par exemple l'année 2016, ben, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis que Europe 27 ou moyenne OCDE ou Chine, etc. Et si on regarde évidemment du côté BARDA en termes d'investissement, disons quantitatif, eh ben, on montre dans notre Vox que, eh bien, vous voyez les montants, on parle de 12 milliards à peu près de dépenses de la BARDA américaine contre un total européen qui est à peine de 4 milliards, d'un tiers de ce que c'est aux États-Unis. Alors ça, c'est juste l'aspect BARDA, DARPA, quoi. Mais il y a aux États-Unis tout un écosystème de l'innovation. Il y a le fait que la recherche fondamentale est beaucoup plus financée. On sait que dans le domaine des biotech aux États-Unis, il y a la NSF, d'abord, finance beaucoup de recherche, la National Science Foundation, mais il y a le NIH dont parlait Moncef, il y a le HHMI, qui est ce truc avec des sponsors privés pour financer des chercheurs exceptionnels en biologie. Ensuite, il y a le capital risque qui est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en Europe. Il y a les investisseurs institutionnels qui jouent un rôle très important dans l'innovation, qui sont beaucoup plus développés aux États-Unis qu'en Europe. Et puis, il y a la fameuse BARDA et la DARPA, où nous essayons de créer avec Mathias et Michel et Sophia, nous essayons de pousser pour la création de quelque chose d'équivalent en Europe. Alors, c'est très intéressant ce qu'a dit Moncef sur le rôle notamment de la BARDA ou DARPA en termes de favoriser les partenariats publics-privés. Ce qui est très bien aussi, c'est que ça permet, c'est un mélange de top-down et de bottom-up. C'est une bonne gouvernance de la politique industrielle. Par exemple, en France, on souffre beaucoup d'une politique industrielle qui est vraiment le fait du prince. Tout dépend de l'humeur de Bruno Le Maire, quoi, en gros, voilà, et des objectifs politiques de Bruno Le Maire. Est-ce que Bruno Le Maire pense que c'est bien d'empêcher que Carrefour absorbe une entreprise québécoise ou pas? Et la politique industrielle chez nous se fait vraiment à la vieille mode, alors qu'il faudrait vraiment passer au 21e siècle et utiliser massivement l'outil DARPA, BARDA, notamment en santé, mais également, je suis pour une DARPA énergie, une DARPA digitale, et développer une vraie DARPA défense. C'est des grands secteurs dans lesquels eh bien, la gouvernance DARPA est très importante. Mais je crois que vraiment, c'est intéressant parce qu'il y a les avantages du capitalisme américain, c'était fantastique écosystème de l'innovation, et les avantages du modèle européen qui sont un modèle plus protecteur. Et en gros, on rêve d'un capitalisme qui combine les bons côtés des deux, quoi. Voilà un petit peu, qui combinerait le côté protecteur européen et l'innovation américaine. Voilà. Donc, alors, je sais que Moncef a parlé avec Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel me l'a dit. Et j'étais très curieux, j'espérais beaucoup que Moncef aurait expliqué ce qu'il vient de nous dire à Emmanuel Macron, parce que vraiment, il faut qu'ils en prennent de la graine chez moi en France. Voilà, Mathias, comme on entre en matière. Écoute, un grand merci, Philippe. Je ne sais pas si Moncef souhaite réagir par rapport à… Je peux. Effectivement, je ne savais pas si je pouvais en parler. J'ai effectivement eu 2 longs coups de fil avec le président Macron, que je trouvais vraiment très attentif, à poser de très bonnes questions quant à comment s'est passée un peu la discussion qu'on a maintenant. Et puis, la discussion, vers la fin de nos appels, chaque fois divergeait vers comment est-ce que pourquoi est-ce que l'innovation dans le domaine pharmaceutique, par exemple, biotechnologique, en Europe, en particulier pour les vaccins, où l'Europe, franchement, était leader, disons, il y a 15-20 ans, comment ça se fait finalement que la majorité des vaccins arrivent des États-Unis? Et je pense, pour moi, le point essentiel, Philippe, je pense que tu as vraiment super bien adressé, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais rajouter un élément que je trouve culturel qui est fondamentalement différent entre l'Europe et les États-Unis. J'ai eu la chance de vivre dans les deux continents, et chaque fois que j'étais dans un côté de l'océan versus l'autre, je passais beaucoup de temps
dans l'eau, donc j'ai eu tout le temps les deux pieds sur les deux continents. La différence culturelle fondamentale, je dirais, c'est la suivante. Si on pose une question à un scientifique, et je généralise évidemment, il y a des exceptions, donc je parle ici plus de moyenne. En Europe, le scientifique va souvent regarder très attentivement et avec beaucoup d'acuité pourquoi quelque chose ne va pas marcher. Qu'est-ce qui peut rater? Où sont les problèmes? Et aux États-Unis, c'est vraiment intéressant. Un scientifique va regarder un peu ça et puis regarder comment je vais adresser ce problème. Quelle est la prochaine expérience? Patati patata. Et c'est vrai dans tous les domaines, en fait. Mais ça donne une différence énorme dans le sens où la réaction au risque, dans un cas, est énormément amplifiée parce qu'on passe tout son temps à regarder le risque. Et dans l'autre cas, elle est diminuée parce qu'on passe son temps à regarder la solution. Mais je pense qu'il faut vraiment... Je voulais juste rajouter quelque chose à ce que disait Moncef, c'est que vraiment, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que chez nous, il y a la peur d'échec. Alors que dans la culture, notamment le HHMI, notamment, encourage beaucoup, c'est-à-dire de dire early failure is not a problem. We look for long-term success and we don't penalize early failure. Et ce qui est très intéressant, c'est que les investisseurs institutionnels, que moi je croyais être très short-termistes, également, ils protègent les managers contre le fait qu'ils pourraient être virés en cas de early failure. Vous savez, nous on connaît un peu en économie managerial incentive problem. On a notre collègue Bengt Holmström qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur managerial incentives, et il décrivait beaucoup le danger que des managers ne prennent pas assez de risques parce qu'ils ont très peur d'être jugés sur les performances et que la mauvaise chance soit attribuée à de l'incompétence et confondue avec de l'incompétence. Et du coup, ils ne prennent aucun risque. Et aux États-Unis, ils ont vraiment mis en place tout un système qui est fait pour protéger contre early failure et qui fait que les gens prennent beaucoup plus de risques. Et donc ça, c'est très intéressant. Si je peux, dont on parlait tout à l'heure contribue à ça, quoi. Tout ceci est très intéressant et je crois que c'est très vrai, comme on dit, hein, si tout ce qu'on fait marche, c'est qu'on ne prend pas assez de risques, hein, on est d'accord. Mais ceci étant dit, si je peux maintenant faire un peu l'avocat du diable, je ne vais pas dire anti-américain, mais une question quand même qui se pose et qui m'a un petit peu interpellé sur les relations entre secteur public et secteur privé et la balance entre dynamisme privé d'un côté mais intérêt collectif quand même. Est-ce que vous avez l'impression que l'État américain a pesé suffisamment pour s'assurer que le secteur privé allait, disons, pousser l'intérêt collectif? Je dois avouer que j'étais un petit peu étonné. Il y avait un article récemment dans le New York Times sur la question des 5 à 6 doses des flacons de Pfizer et le fait qu'ils ont fait quand même, au moment où on s'est rendu compte que ce n'était pas clair qu'il y avait 5 ou 6 doses, ils ont quand même fait, selon le New York Times, du lobbying auprès de la FDA pour dire que c'était bien 6 doses, ce qui n'est vrai que si les seringues sont bonnes. Et alors j'entends que Joe Biden, il va utiliser les pouvoirs de l'État américain, le Defense Production Act, pour, entre guillemets, enfin uniquement, imposer qu'on produise suffisamment de seringues qui soient bonnes pour les 6 doses. Ce qui me semblait être un peu gentil avec Pfizer. Alors, est-ce que j'exagère ou j'aurais aimé, je veux dire, dans votre expérience sur les pouvoirs relatifs, et y compris sur le droit de propriété intellectuelle et compagnie, est-ce que les États-Unis arrivent à le faire, à protéger suffisamment l'intérêt collectif down the road? Juste pour être factuel, puis étant donné que j'étais totalement impliqué dans la discussion sur le nombre de doses, aucune dimension économique à cette décision. En fait, la problématique, elle est très claire. Si on a une dose en plus, c'est-à-dire 20% de doses en plus, en prenant 6 doses au lieu de 5, si on a 6 dans la fiole, on va pouvoir vacciner les gens beaucoup plus vite. C'était exclusivement ça. Et en fait, la FDA a mis 3 semaines ou 3 semaines et demie à prendre la décision, ce qui semble être très rapide, mais en fait, dans tout le processus qu'on a suivi, ça s'est apparu comme étant très, très long.
Donc, je pense que là, la décision… Mais cela dit, c'est clair que le gouvernement américain est très pro-business, c'est sûr. Et je crois que les figures que Philippe a montrées démontrent qu'il y a un prix social qui n'est pas négligeable, qui est souvent assez dramatique. Okay. Merci. Michel? Oui, je pense que, bon, on a bien discuté, je pense, le rôle du public, du privé dans l'économie de l'innovation. Ici, on touche quand même à une situation très particulière. On touche à une pandémie, on touche à un problème de santé publique mondial. Donc, on peut effectivement se demander s'il ne faut pas aller encore plus loin. Et je voudrais donner la parole à quelqu'un que tu connais bien, Monsef, qui est Michel de Wilde, qui nous a rejoint et qui voudrait te poser une question. Salut, c'est marrant de se revoir ici. Monsef, je lisais ton interview dans Science il y a quelques jours et j'aimerais bien que tu commentes sur la question du BPO, je pense que ça s'appelait à l'époque. Donc, l'idée en général d'une structure qui est prête à intervenir, une infrastructure et une organisation en termes de réponse. Est-ce que, bon, ça n'a malheureusement, je pense, pas vu le jour à l'époque. Est-ce qu'il faut remettre ça sur le tapis? Est-ce que je pense qu'on en parle beaucoup, est-ce que d'après toi, les gouvernements doivent investir dans ce genre de stand-by infrastructure? Je ne sais pas comment on dit en français, tu vois ce que je veux dire. Oui. Michel, content de te revoir. Merci pour la question. Donc, le Biopreparedness Organization, qui était une proposition qu'on a faite en 2014, après Ebola, après le flu pandemic en 2009, Ebola, et aussi Zika, elle est née de la constatation suivante, qui était que, en fait, toute industrie est énormément disrupted par une situation comme la pandémie. Par exemple, on avait des projets en développement, on a arrêté ces projets pour prendre le personnel qui travaille sur ces projets pour le mettre sur le fait de faire un vaccin contre Ebola. On a une usine qui fait un vaccin X ou Y et on doit arrêter ce qu'on faisait pour l'adapter pour faire un vaccin contre Ebola ou contre Covid-19 dans ce cas-ci. Parce que dans la réalité du monde dans lequel on vit, aucune industrie ne peut se permettre d'avoir du personnel et de l'infrastructure qui attendent qu'une pandémie arrive. Et le coût de la diversion de l'industrie vers l'urgence, il n'est pas seulement un coût financier immédiat, mais il y a un coût stratégique énorme. Par exemple, on peut imaginer que cette industrie, elle était première dans la lutte dans la course pour avoir un vaccin contre le virus X. Et bien, étant donné qu'ils ont dû divertir leur travail pendant 1 an pour faire un vaccin contre Covid, ils sont maintenant 3e. Et donc, le coût d'un point de vue financier est énorme. Donc, on s'est dit, il faut faire autrement. L'industrie a ce qu'il faut pour, effectivement, c'est un grand mot que je vais utiliser, je m'en excuse, mais quand même, c'est la réalité, sauver le monde. Et c'est ce qui se passe ici avec Covid, grâce à l'écosystème de la biotechnologie, du monde pharmaceutique, du monde académique, on va pouvoir contrôler cette pandémie. Et donc, on a une nécessité sociale, une responsabilité sociale de le faire, mais en même temps, on doit sauvegarder le monde dans lequel on vit, qui est que les investisseurs demandent un retour sur l'investissement. La manière de le faire, c'est de demander à l'industrie de donner des licences à leur plateforme technologique, à une infrastructure perpétuelle qui existe et qui est dédiée à faire des vaccins, à les découvrir, les développer et en fabriquer quelques millions pour pouvoir faire le scale-up de la méthode de manufacture et puis de les congeler. Et ces vaccins seront des vaccins contre une liste où il y a pratiquement 80 virus différents qui sont des agents potentiels de pandémie. Parce qu'on connaît des virus qui ont le potentiel d'être pandémiques. Le fait de faire ces vaccins sert à deux objectifs. Un, on peut avoir la chance et que ce vaccin qu'on aurait fait est contre un virus qui devient pandémique. Alors, on a un vaccin tout de suite, on a la manière de le produire. On a fait une étude de phase 1 et une étude de phase 2. On peut immédiatement aller dans des grandes études de phase 3 et avoir le vaccin. Ou, plus probable, on n'a pas de vaccin contre ce virus, mais on a des équipes
et une infrastructure qui sont totalement entraînées, ultra rapides, qu'on peut immédiatement changer de direction et leur demander de faire le vaccin. Et alors aujourd'hui, étant donné qu'on a les technologies de messenger RNA qui peuvent être tellement rapides et du vecteur vivant, enfin non réplicatif, qui peuvent être tellement rapides, franchement, une organisation pareille pourrait faire, avec un budget d'une centaine ou 150 millions de dollars par an, 2 ou 3 vaccins par an, et surtout être en fait super prête à courir à du 100 à l'heure instantanément quand le besoin arrive. Donc ça, c'est ce que CEPI est censé faire. CEPI, le problème, Michel, CEPI en fait est né de l'échec de la proposition BPO, et en fait Paul Stoffels et moi-même avons vraiment travaillé avec Gates et Wellcome Trust, etc. pour créer le CEPI. Mais le problème du CEPI, c'est que ça reste la même problématique, c'est la manufacture. Même avec ce que BARDA et DARPA ont fait pour investir dans Emergent, dans Fuji, etc., en fait, ces usines n'étaient pas adaptés réellement à faire du vaccin. Le personnel n'était pas hyper bien équipé, entraîné pour faire des vaccins. Les agences régulatoires n'avaient pas approuvé ces usines pour qu'on y fasse des vaccins. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Si on avait quelque chose qui fait des vaccins tout le temps, ça irait beaucoup plus vite. Question. Philippe, on ne t'entend pas. J'avais une question que je voulais poser à tout le monde un peu. C'est le problème des pays en développement. En fait, on a un problème souvent. Souvent, il y avait l'idée de dire je fais des innovations dans les pays développés, et le problème, c'est de les diffuser dans les pays en développement. Et le problème, évidemment, c'est que tu as ce qu'on appelle un trade-off en anglais. C'est-à-dire que d'un côté, tu veux récompenser l'innovateur dans les pays qui a innové, mais en même temps, tu veux diffuser le produit dans les pays en développement. Et dans le cas qui concerne, à propos de la pandémie, c'est crucial de diffuser. Parce que si on ne diffuse pas pleinement dans les pays en développement, ils vont continuer à développer des variants qui vont rendre inopérants nos propres vaccins, qui vont les rendre obsolètes. C'est-à-dire que plus que jamais, nous avons besoin, pour valider nos propres vaccins, notre propre stratégie de vaccination, de diffuser massivement. Et il y a toute la problématique de comment diffuser massivement, comment subventionner cette diffusion. Pour le moment, l'argent mis dans la diffusion des vaccins en Afrique, par exemple, est dérisoire. J'ai entendu parler de 3 milliards, 4 milliards, des montants totalement dérisoires. Alors que tant qu'on ne le fait pas, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes, parce que des variants se développent dans ces pays qui invalident nos propres vaccins. Et là, et donc, il y a toute cette problématique de comment diffuser massivement tout en récompensant quand même les innovateurs dans les pays développés. Alors, je sais que Michael Kremer, notre collègue qui a eu le Nobel il y a 2 ans, avait regardé ça pour la malaria, mais je pense qu'il y a des choses à développer là-dessus pour comment résoudre ce dilemme entre production d'innovation et diffusion, quand la diffusion est absolument indispensable. Philippe, merci beaucoup pour ce commentaire très important qui mériterait un débat en soi. Je suis sûr qu'on va y revenir dans un moment. Je pense que tous les messages que vous avez donnés, j'espère qu'ils seront entendus par les autorités européennes. Je sais que certains responsables européens vous écoutent, donc espérons effectivement que ce dialogue sera, disons, la source de nouvelles idées et peut-être de la mise sur pied de cette nouvelle agence. Mathias, je te repasse la parole. Oui, donc en effet, Philippe, très bonne question, et je propose qu'à la fin, on y revienne éventuellement si on a le temps, mais j'aimerais d'abord passer la parole à Béatrice Delvaux. Donc Béatrice, qui est en fait économiste de formation, a fait une brillante carrière au Soir, où elle est aujourd'hui éditorialiste en chef, après avoir été chef du service économique, rédactrice en chef. Le Soir, c'est le journal de référence en Belgique francophone. Et Béatrice est une voix très écoutée, non seulement en Belgique francophone, mais aussi en Flandre. Et elle a d'ailleurs pas mal œuvré à créer des ponts entre les deux parties du pays, et notamment en particulier le journal de Standard, qui est un peu l'équivalent du Soir, et où elle a une rubrique d'ailleurs spéciale. Et alors également, elle fait partie d'une équipe de choc sur le Covid qui est remarquable. Je voyais encore récemment l'article que j'ai mentionné, New York Times cite d'ailleurs le Soir, donc ils ont des bonnes références.
Et Béatrice est un témoin privilégié dans tous les débats qui concernent le Covid, notamment récemment à l'Académie sur la relation entre experts politiques et société. Et donc, je dirais que la question que j'aimerais poser, c'est les regards de Moncef Slaoui et de Philippe Aghion sur les rôles respectifs des entreprises privées et des pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie nous ramènent à la question fondamentale. La santé est-elle un bien commun et si oui, comment le gérer? Et en tant qu'observatrice attentive des tensions extrêmes induites par la pandémie dans la société, est-ce que ce que nous venons d'entendre peut être de nature à les apaiser? Donc, Béatrice, à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être en si bonne compagnie. Normalement, mon rôle est plutôt de vous poser les questions que de donner un avis. Donc, je suis un peu plutôt l'interprète, je pense. J'essaye de me faire l'interprète de ce qu'on peut rassembler quand on est journaliste et au carrefour entre le lien, un peu le broker entre la société et les experts, entre les politiques et les scientifiques parfois. D'abord, c'est un constat qui est plus sociologique, qui est certainement plus européen, mais qui ne surprendra personne. Mais il ne serait pas bien de ne pas dire à quel point aujourd'hui le temps de la science, le temps de la politique est en train de ne plus devenir le temps des gens. C'est-à-dire qu'on est confronté à un immense désarroi, je crois, une perte de confiance, et que pour les êtres humains confrontés à tout cela, même en Europe, même quand ils sont privilégiés, même quand ils ont leur maison, même quand leurs adolescents n'ont pas d'idées noires, ils ont aujourd'hui une perte de perspective. Alors particulièrement en Europe, il serait intéressant d'entendre Moncef Slaoui sur la manière dont il peut expliquer quelque part ce qu'on a l'impression de connaître comme un échec de la vaccination qui a à peine commencé, on a déjà l'impression qu'elle ne fonctionne pas, mais c'est extrêmement désespérant quand au même moment, le public est confronté de façon permanente à de nouvelles scientifiques, de nouvelles scientifiques, où ce virus n'arrête pas de montrer son imagination, sa créativité, et où on sent même que les autorités politiques sont elles-mêmes extrêmement fatiguées par rapport à ça. Elles sont fatiguées, elles sont aussi divisées, et c'est une très grande difficulté. Je crois que la Belgique a failli tomber dans le précipice des divisions communautaires à un moment donné, et heureusement s'est rattrapée juste au bord du précipice. Et on voit à quel point c'est important à un moment donné de réaffirmer qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières, que les différences de traitement ou de réaction ne sont pas communautaristes ou communautaires, qu'elles sont générationnelles, qu'elles sont géographiques, qu'elles sont temporelles, parce qu'à un moment donné, une chose se passe et puis une autre arrive, mais qu'en tout cas, et ça c'est quelque chose, je ne sais pas comment on va pouvoir capitaliser là-dessus, qu'il y a une notion de l'intérêt collectif qui est né de tout ça, mais qu'on n'arrive pas aujourd'hui, sur lequel on n'arrive pas à avoir de réponse politique satisfaisante et scientifique, on y a cru, mais aujourd'hui, je dois dire qu'en Europe, il y a une certaine forme de désespoir. Je suis aussi, moi, assez inquiète parce que je pense que ce désarroi, il y a un risque de court terme, immédiat, d'une sorte de mise à l'arrêt de la société qui va arrêter de se battre, qui va s'effondrer intérieurement, pas nécessairement aller dans la rue, mais de toute façon, je pense qu'il y aura un effondrement intérieur de beaucoup de gens qui vont rendre le redémarrage extrêmement difficile dans le moyen terme, réapprendre à vivre. C'est un peu comme quelqu'un qui a eu un accident, qui est polytraumatisé et à qui on doit réapprendre à marcher. Moi, personnellement, je vois des politiques qui ne savent pas toujours très bien comment aider à vacciner. Je suis très inquiète de savoir comment ils vont aider les gens à remarcher. Le risque de long terme, lui, est encore plus lourd parce que non seulement les gens vont réouvrir, vont redécouvrir une société qui va s'ouvrir à eux, ils auront fait l'expérience d'une gestion de crise quand même assez erratique, de la domination d'un phénomène naturel, entre guillemets, sur la technologie, en tout cas de la difficulté à un moment donné, de la manière dont on a couru derrière le vaccin, le virus à tout moment. Et on va leur demander au même moment de se battre, de changer encore plus drastiquement leur mode de vie et de faire confiance aux mêmes intervenants sur le risque climatologique. Et on voit aujourd'hui beaucoup de scientifiques qui montrent les courbes d'échecs, entre guillemets, des préventions tardives et des traitements tardifs ou des décisions tardives sur la pandémie. Et beaucoup disent, mais bon, ça va être exponentiel quand il s'agira du climat. Et j'aime bien citer ce livre du philosophe français Bruno Latour, qui vient de sortir un livre qui est Où suis-je ? Ça s'appelle Leçons de confinement à l'usage des terrestres du monde, et qui dit quelque chose de très juste, qui est beaucoup mieux que moi. Sur le fait, il dit que cette crise nous a reliés à notre environnement et au fait que nous ne sommes pas des êtres autonomes, mais reliés aux autres et à la nature dans un processus
d'enclenchements successifs. Le virus, sa frontière, a fait de nous les terrestres comme ceux qui, des terrestres comme ceux qui se trouvent sur le même bateau, ce qui rejoint ce que M. Aguillon disait sur l'Afrique, par exemple. Et donc, moi, j'ai une question, je ne sais pas comment la poser aux scientifiques, mais je me demande quelle est la gouvernance, en fait, et à quel niveau de gouvernance elle doit s'exercer pour qu'on puisse adresser ces problèmes à la fois de transition énormes et surtout qui permettent de gérer l'enjeu collectif total. Je dis aujourd'hui, on est juste dans l'inverse du Titanic, ce n'est pas les premiers dans les chaloupes qui seront sauvés, c'est tout le monde, si tout le monde est dans les chaloupes qu'on sera sauvé. Qui et comment va-t-on faire en sorte que tout le monde soit dans les chaloupes? Vu d'Europe aujourd'hui, on n'y croit plus trop quand on voit qu'on se dispute entre pays européens, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, quand on voit que les Américains vont plus vite que nous. Soudain, alors que tout nous faisait penser que, je m'excuse de le dire, mais avec la présidence qui était en place, ça aurait dû être l'inverse, puisqu'on était censé être les pays qui avaient la conscience de la pandémie, et soudain, on comprend que finalement, vous avez plus les recettes que nous. Donc moi, j'ai envie de poser la question de la perte de foi dans la gouvernance du monde au moment où le monde a plus que jamais besoin de trouver une méthode collective pour affronter des défis qui vont être bien plus lourds que celui de la pandémie qui nous paraît déjà insupportable. Et je voulais juste demander sous question à M. Slaoui, parce que c'est très représentatif s'il nous dit qu'il a reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron et qu'il n'en aurait pas eu ou de Charles Michel ou de Mme von der Leyen. Je suis intéressée de savoir si l'Europe elle-même s'intéresse à M. Slaoui ou s'il a d'abord eu Merkel, ensuite de Macron ou dans le sens inverse et qu'il attend toujours le coup de fil de l'Union européenne. Merci Béatrice. Je ne sais pas, en effet, que peut-être d'abord Monsef et puis Philippe pour répondre à ces questions qui sont en effet tout à fait pertinentes, mais aussi assez challenging. Hein, mais allez-y. D'abord, juste des faits. Écoutez, la présidente de l'Union européenne m'a téléphoné. On s'est parlé 2 fois. Et on a une réunion qui est organisée dimanche matin. Le Premier ministre belge m'a téléphoné, on s'est parlé 2 fois. Et Emmanuel Macron m'a téléphoné, on s'est parlé 2 fois. Donc, voilà. Donc absolument, et la notion de BPO faisait partie des conversations. Puisque vous me posez la question, donc je donne la réponse. Et par rapport à ce que vous disiez, moi, au niveau social, je suis vraiment d'accord avec vous. Dans l'article qui est sorti dans Science, vers la fin, j'ai dit, s'il vous plaît, la prochaine pandémie, essayez de ne pas arriver à l'année d'une élection. Mais en fait, le point que je disais un peu avec de l'humour noir, là, c'était plus le fait que je trouve qu'on a pris un problème de santé publique et un problème social et on l'a manipulé politiquement à un niveau tel, effectivement, qu'on a créé un désarroi, où on a amplifié le désarroi de manière disproportionnée. Je vais vous donner juste un exemple, par exemple. Le fait qu'un virus mute et change, quand c'est un virus à RNA comme le cas du Covid-19, est absolument normal. Donc, quand je me lève le matin maintenant et que je regarde CNN et que je vois 2 cas dans l'Oregon et 1 cas dans le New Jersey et quelqu'un a été hospitalisé dans le Wisconsin, nous avons 4, nous sommes en train d'être envahis par le variant anglais et en plus on a un variant brésilien et puis maintenant on a un variant californien. En fait, pour les personnes, monsieur, madame, tout le monde, ça fait peur. Et je trouve qu'il y a une responsabilité sociale des médias et une responsabilité des politiciens qui utilisent cette pandémie à des fins qui sont inappropriées. Une fois qu'on se sera débarrassé de cette pandémie, il faudra vraiment prendre un pas et revenir en arrière. Je disais encore une phrase, mais j'ai passé 8 mois et demi vraiment dans la fourmilière, je dirais, de vraiment voir comment les choses se passent à la Maison-Blanche, avec la pandémie, avec le Sénat et le Congrès, tout ce genre de choses-là. Et ce que je lis dans les médias,
et ce que j'entends les politiciens disent versus ce qui se passe n'est pas corrélé, inadéquat. Et je dis, moi, je ne regarde plus ce genre d'informations parce que je ne veux pas avoir mon point de vue biaisé parce que quelqu'un a décidé de le biaiser. Et donc, je suis d'accord qu'on a un énorme problème social qui s'est posé, mais je pense qu'on a des acteurs qui l'amplifient, qui doivent vraiment aussi réfléchir. Et un point optimiste quand même, bon, énorme problème social, mais on a la solution et on l'a trouvée en moins d'1 an. Je trouve ça extraordinaire. Ok, un tout grand merci, Monsef. Peut-être Philippe. Un mot pour tempérer, je comprends les raisons de pessimisme, mais pour tempérer un petit peu le pessimisme, je pense que d'un mal peut des fois, moi je veux toujours me dire que d'un mal sort un bien. Et si cette pandémie, elle est donc étant un révélateur du fait qu'en Europe, notamment, nos capacités d'innovation sont totalement insuffisantes et que ça nous amène à aller vers une Europe des projets, faire par exemple Barda ou DARPA. D'ailleurs, moi ça me va de le faire au niveau EU, mais je ne veux pas m'aligner sur le min, je veux m'aligner sur le max. Donc, si par exemple tel ou tel pays met des conditions, met des vétos, etc., je passe outre et je vais pour le max, quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans une optique coalition of the willing et de nous aligner sur les gens qui veulent vraiment faire des choses. Et je pense que voilà, et si ça peut nous amener vers ça, également dans le domaine de l'énergie, ça serait une chose très positive. Et je pense aussi que la pandémie a donné l'idée qu'on ne domine pas que la nature, il faut la respecter. Et je crois que ça a rendu les gens plus respectueux de la nature. Et peut-être que ça, c'est un point positif, parce que je pense que pour l'environnement, il y a le rôle de l'État et le rôle de la société civile. Les deux sont importants pour amener les entreprises à innover et à produire davantage dans les technologies vertes. Et je pense que là, du coup, le Covid peut-être a un effet positif, mais il faut prendre le relais en créant, de la même manière qu'on créerait une Barda qui fonctionne vraiment, de créer une ARPA énergie qui aurait le même rôle pour développer, parce que la taxe carbone, ça ne suffira pas. Il faut une vraie politique industrielle pro-énergie nouvelle. Et je pense qu'il faut faire l'équivalent en énergie de ce qu'avec Michel, Sophia et Mathias, nous proposons de faire dans le domaine des vaccins et de la bio. Donc, une Europe des projets, une Europe beaucoup plus proactive. Merci Philippe. Michel, pour conclure. Ma conclusion sera très brève. J'espère que grâce à nos 3 intervenants qui nous ont donné des regards différents, mais finalement très complémentaires, on a pu alimenter un débat d'une façon différente de ce qu'on entend et lit à longueur de journée. Et nous verrons, nous savons qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont parvenues via le net. Malheureusement, nous nous sommes engagés à limiter ce webinaire à 1 heure, mais la bonne nouvelle, c'est que le Collège de France et le Collège Belgique ont confié à Mathias de Watripon et Philippe Aguillon le soin d'organiser dans les semaines qui viennent un autre webinaire où je suis sûr que beaucoup de ces questions seront à nouveau évoquées. Mille merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci.